Je me suis longtemps demandé comment aborder ce sujet. Par quelle attraction l'introduire? Est-ce que j'allais utiliser une attraction vedette, un classique de la fête foraine, ou bien quelque chose d'inattendu? Quoi qu'il en soit, j'ai finalement tranché, et je vous parlerai en guise d'introduction d'une attraction phare de Disneyland en son temps, et vous allez voir que le mot phare est le plus juste pour l'introduire. Je parle bien sûr d'Autopia, l'autoroute du futur. Afin d'introduire comme il le faut Autopia, je me dois tout de même de vous conter son histoire rapidement. Nous allons parler dans la suite de cette vidéo de l'Autopia du parc parisien. Mais tout d'abord, je dois vous toucher quelques mots sur la conception originale de Walt Disney lui-même. Tout débute en 1955, lorsqu'une loi pour la construction d'autoroutes entre les États doit être signée aux USA. Walt Disney, visionnaire de son temps, avait bien compris que l'autoroute était l'avenir du trafic automobile, et a voulu, à son échelle, promouvoir cette technologie dans son Tomorrowland. C'est donc en 1955 que l'attraction ouvre ses portes, en même temps que le premier parc d'Anaheim. Mais l'attraction était beaucoup trop dangereuse. En effet, les voitures étaient libres de voyager comme elles le souhaitaient sur les voies de l'Autopia, ce qui causait des accidents entre voitures dans toutes les directions possibles. Il fut donc décidé que les voitures soient guidées par un rail dès l'ouverture du parc. Les guests ont donc pu découvrir la magnifique sensation que procure une route du futur, et à quel point cela leur sera utile dans l'avenir. Parlons maintenant de la version qui nous intéresse ici, la version française. Et si je vous ai tout d'abord parlé de l'attraction américaine, ça n'est pas anodin, puisqu'en France, Autopia est inspiré directement de la version de Walt Disney himself. Il n'y a pas grand chose à dire sur l'histoire de l'attraction parisienne, mis à part son partenariat d'origine avec la marque de jouets Mattel dès l'ouverture du parc. Ce qui explique que les voitures de l'attraction aient une apparence enfantine, contrairement à la version d'origine. En parlant d'apparence, abordons le sujet maintenant. Autopia prend place dans une ville appelée sobrement Solaria. Il nous est dit sur les panneaux publicitaires que dans la ville de Solaria, il y a du soleil toute l'année et des spectacles pour tous. Solaria est avant tout une ville futuriste, où l'on peut aussi bien retrouver des voitures roulantes que volantes. C'est en effet ce qui nous est transmis par le décor de l'attraction, qui respire l'innovation dans un type des années 50 et le bonheur partagé par les rires des enfants se pressant dans l'attraction. A savoir que l'on peut accéder à l'attraction dans le but de regarder uniquement les passants, grâce à un petit gradin installé directement dans la file d'attente. Ce qui peut permettre aux futures mamans et aux plus âgés de profiter du soleil de Solaria. Pour ce qui est de l'attraction elle-même, on navigue aisément entre la ville très urbaine de Solaria et la forêt de soleil en banlieue de la ville. Il y a un changement radical d'ambiance, sonore et visuelle, quand on change de biome. En effet, la condensation de voitures dans la ville de Solaria et le nombre accumulé de voix donnent une ambiance vraiment urbaine et bruyante, tout à l'opposé de la zone naturelle, où les voitures sont dispatchées en plusieurs circuits et font planer une ambiance d'évasion pour le conducteur. À savoir que l'on nous rappelle toujours que nous sommes dans un monde futuriste, notamment grâce aux panneaux de signalisation allant jusqu'à 180 km/h, ou bien des publicités de la ville de Solaria. Il est important de parler de l'ambiance ressentie par le conducteur de tout âge, car elle influe directement sur son expérience de jeu dans cette attraction. Pour cela, nous allons utiliser la classification de Roger Caillois afin de voir quelles sont les catégories de jeux qui sont affectées par Autopia. Tout d'abord, la forme du circuit fait naître chez le passager un semblant d'aléa. En effet, le joueur n'a pas l'impression de contrôler la trajectoire de son voyage, comme guidé par le sort sans pouvoir intervenir dessus. Ensuite, ce fait de ne pas contrôler totalement le véhicule, notamment dû à la conduite d'un autre usager ou bien à la rigidité du volant de l'attraction, fait ressentir légèrement de l'e-lynx à l'utilisateur, vu que le conducteur et ses passagers vont subir des chocs dus au rail et à la vitesse. Mais les deux points importants de l'attraction sont les suivants, l'agon et le mimicrail. Pourquoi donc, me direz-vous? Eh bien tout simplement car il y a plusieurs couloirs de conduite, et l'homme dans cette situation est toujours en proie au défi, d'où la grande part d'agon dans cette attraction. Qui n'a jamais voulu rattraper un membre de sa famille ou un parfait inconnu en voulant le dépasser, et en arrivant le premier à la fin du circuit pour s'exclamer qu'il est le meilleur des conducteurs du futur.
Pour ce qui est de la Mimic Rail, c'est l'essence elle-même de l'attraction qui éveille en ce sens de jeu. On évolue dans des voitures enfantines, dans une autoroute fictive. Et les enfants vont imiter leurs parents lorsqu'ils sont en trajet habituel, reprenant jusqu'à leur mimique de conduite, insultes au volant et autres. Quant aux parents, ils vont se laisser retourner dans une conduite enfantine, comme au temps où ils conduisaient un modèle réduit dans leur tendre enfance. On a donc une complémentarité de Lagon et du Mimic Rail, qui n'est pas loin de nous faire penser à des jeux vidéo comme Mario Kart, ou bien d'autres attractions comme les auto-tamponneuses. Analysons maintenant cette attraction dans le fond pour savoir s'il y a quelque chose à en tirer au-delà des sensations qu'elle propose aux usagers. Pour résumer, nous avons ici un simulateur de conduite réel, guidé sur des rails, avec des commandes simples pour l'utilisateur. On se balade dans différents biomes à une vitesse non négligeable, tout en nous montrant le fait que l'on passe rapidement d'une zone urbaine à une zone naturelle. Nous avons ici de toute évidence ce que l'on appelle dans le domaine du jeu vidéo un serious game. Mais pour comprendre cette réflexion, il faut tout d'abord comprendre ce qu'est un serious game. Un serious game, ou bien jeu d'entreprise, est un jeu qui a pour cible non pas des joueurs, mais des clients, qui a vertu à sensibiliser ou à vendre quelque chose. C'est par exemple le cas avec Oligarchy, qui sensibilise aux méfaits de l'exploitation du pétrole dans le monde, ou bien de Milka Pack, un jeu visant quant à lui à l'achat de chocolat Milka pour la période de la chasse des œufs. Retrouvons-nous cela dans Autopia? Eh bien oui, nous avons ici une vulgarisation de la conduite automobile, mais surtout des voies à grande vitesse. Comme dit au début de la vidéo, l'attraction originale d'Anaheim avait pour but de montrer au peuple américain à quel point les autoroutes pourraient leur faciliter la vie. Ce qui est retranscrit dans l'attraction parisienne, en s'adaptant au thème du land rétrofuturiste qu'est Discoveryland. L'Amérique du futur est ici remplacée par une utopie, et les autoroutes par des routes encore plus rapides. Mais le point qui me permet avec certitude de définir Autopia comme un serious game est son accessibilité. En effet, toute personne de plus de 7 ans peut conduire seule dans cette attraction. On nous fait comprendre que dans le futur, il sera simple de conduire sur des routes où l'on ne croise personne et où l'on roule à très grande vitesse. On dit souvent que Walt Disney est un visionnaire sur les technologies, mais nous pouvons aujourd'hui conclure qu'il l'était aussi sur la façon de diffuser une idée. Je vous invite maintenant à débattre avec moi de cela en commentaire. D'ici là, je vous souhaite une agréable journée et n'oubliez pas, les attractions ne sont pas forcément faites uniquement pour le plaisir.